quand on parle de transmission du cinéma, on parle de voir des films et on parle d'en parler ou que de produire du langage. À propos des films, il y a entre autres les gens qui, à différentes places, sont dans cette fonction-là. Ça peut être des fonctions d'enseignants, on les a bien sûr entendus. Il y a la critique, il y a d'autres modalités qui déplacent en partie le travail critique ou le réinvente peut-être, y compris sur des médias plus récents ou différents de ceux des journaux traditionnels. Pour en parler, donc j'invite Antoine Guillot, donc, qui est célèbre producteur sur France Culture de l'émission Plan Large, Josué Morel, qui est rédacteur en chef de Critical et qui écrit aussi au Cahier du cinéma, et Samir Arjoun. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. Samir qui a animé jusqu'à une date extrêmement récente tu modifiera ma définition, mais un lieu en ligne de réflexion et de discussion sur le cinéma qui s'appelait Microciné, et qui peut-être va se réappeler, ou ça peut continuer de s'appeler, mais qui va prendre des formes différentes. Je voudrais juste dire très rapidement, donc, je redis ce que j'ai dit en début de matinée. Il y a cette chose qui s'appelle un Padlet et qui est disponible sur Internet, sur le site du festival, où il y a un nombre important de documents qui nous ont été transmis par les intervenants successifs, qui va rester accessible. Parmi eux, et je le salue et je le remercie, il y a notamment ce qu'Antoine Guillot nous a donné, qui accompagne la préparation, l'organisation, la pensée d'une émission spécifique de plan large, depuis sa prise de notes griffonnée en regardant la projection du film jusqu'au conducteur complet et à l'émission elle-même. C'est assez rare, on ne voit pas la fabrique de notre travail. Là, je m'inscris à vos côtés, parce qu'en grande partie, nous faisons des choses qui se ressemblent. On en voit rarement la fabrique. Ce que tu nous as partagé, Antoine, était précieux. Moi, j'étais très passionné d'en explorer le contenu. C'est pas forcément spécifiquement de ça dont tu vas nous parler maintenant, mais je vous invite à regarder. C'est toujours, je trouve, passionnant de pouvoir rentrer dans l'atelier de ce qui fait exister une forme importante de transmission du cinéma, qui est une émission de radio qui lui est dédiée. La forme est importante. L'anatomie d'une émission, ça fait un peu peur, parce que pour disséquer quelqu'un, il faut qu'il soit mort. Donc j'espère que l'émission est encore un peu vivante. Moi, je voulais aussi saluer Geneviève Troussier. J'espère qu'elle ne s'est pas endormie avec tous nos propos depuis ce matin. La grande dame, elle est là. La grande dame de l'Ouest. Voilà. Donc, je pense beaucoup à elle. Et je pense aussi à Ginette Disler, qui est en face de moi, parce que grâce à elle, j'ai appris le bonheur de discuter, de débattre cinéma avec des enfants, avec ce festival formidable que tu avais contribué à créer, du grain à démoudre, à Gonfreville-Lorcher. Et je me souviens notamment d'un débat sur Le Dictateur, où ils en étaient sortis en me disant, je me souviens, enfin, j'ai tellement aimé le film que je m'en souviens en couleur. Voilà. Alors, je me demandais un peu, quand tu m'as invité ici, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir raconter. Et puis il se trouve qu'hier, j'ai reçu un message d'un dessinateur de bande dessinée. Il y a beaucoup de dessinateurs qui écoutent la radio pendant qu'ils dessinent, parce que ça leur permet de se détacher un peu de ce qu'ils font. Puis ça fait un bruit, une espèce de bruit de fond agréable, comme ça. Et il se trouve qu'il m'a envoyé un message hier réagissant à la mort de David Lynch. Me disant qu'il avait toujours été assez réticent au cinéma de Lynch depuis qu'il avait lu tout Frank Herbert avant de voir Dune, et qu'il avait été déçu par l'adaptation. Donc ça remonte à loin, ça vous dit l'âge du dessinateur en question. Et qui me dit, mais que grâce à 2 émissions que j'ai faites, une sur Mulholland Drive dans une série d'été, et une autre sur la 3e saison de Twin Peaks, Twin Peaks The Return, il y était allé voir, il y était retourné voir, et que depuis il a découvert ça, il a binge-watché tout Twin Peaks, Mulholland Drive l'a traumatisé, Lost Highway encore plus, et il s'est mis à la méditation transcendantale. Donc là on se dit,
waouh, on a un impact quand même dans ce qu'on fait. Le côté prescripteur de notre métier qui est sans cesse remis en cause en nous renvoyant à une époque révolue de la critique où il suffisait que tel ou tel parle d'un film pour que tout le monde s'y précipite. Moi, je m'en fiche, il y a une personne qui m'a écouté et qui est allée le voir, c'est formidable. Mais c'est sans doute pas vraiment la raison d'être de ce qu'on fait. On parlait tout à l'heure de la forme géométrique de la transmission. Est-ce qu'elle est horizontale, verticale, diagonale, oblique? Moi, en ce qui me concerne, elle est beaucoup plus nébuleuse. Parce que, en fait, chaque semaine, je fais une émission et chaque semaine, je dois me demander ce que je vais faire dedans. C'est le principe même de la programmation. On en parlait aussi pour les salles de cinéma. Et en fait, je me suis dit que dans la douzaine, parfois la quinzaine, parfois la vingtaine de films qui sortent chaque semaine, j'allais me poser une question. Une question de cinéma qui est aussi vieille que les écrits d'André Bazin, puisqu'on le citait tout à l'heure, qui se demandait qu'est-ce que le cinéma. Ça fait 50 ans que je vais voir des films en salle et je ne sais toujours pas ce que c'est que le cinéma, mais ce qui m'intéresse, c'est précisément de l'interroger. Donc en fait, je regarde un peu ce qu'il y a et quelles questions de cinéma se posent dans cette semaine. C'est un peu comme les orpailleurs qui prennent de la boue avec des graviers, puis secouent tout ça, puis tout d'un coup, il y a des pépites qui apparaissent et qui s'assemblent. Et je prends 2 films, en général, qui ne sont pas forcément des grands films. Il n'y a pas des chefs-d'œuvre toutes les semaines, parce que ça se saurait, mais il y a des films très intéressants quand même chaque semaine, peut-être parfois par un moment dans le film sur quelque chose qui s'y joue. Et en fait, c'est un peu comme une opération de montage. Quand on prend une image, on prend une autre image, on prend un film, un autre film, on prend un réalisateur, une réalisatrice et un autre, une autre, et on voit ce qu'ils ont à se dire. Et en fait, c'est en accolant les deux qu'on essaye de trouver l'espèce d'hasard objectif surréaliste qui les fait se rencontrer et qu'il va se produire quelque chose. Donc moi, j'ai beaucoup plus de questions à poser. C'est pour ça que je parle du côté nébuleux de cette transmission. C'est que moi, j'ai rien à apprendre à quiconque, mais par contre, j'ai beaucoup de questions que me posent les films. Et ce sont précisément les films qui m'intéressent. Ce ne sont pas les films qui m'apportent des réponses, c'est les films qui me posent des questions et qui m'entraînent dans un dialogue avec eux. C'était Labarthe qui disait que les mauvais films, c'était ceux qui n'avaient pas besoin de moi. Je crois que effectivement, les bons films ont besoin de nous pour créer autre chose que la certitude, comme disait tout à l'heure Nicolas Philibert, faire des films pour savoir pourquoi il l'a fait, ça continue encore après, effectivement, comme il le disait, dans les discussions qu'on peut avoir après les films. Par ailleurs, c'est aussi, comme disait, je crois, Christophe Postitch tout à l'heure, la question de la forme, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que le sujet des films, je m'en contrefiche. La narration, l'histoire apparente ne m'intéresse pas beaucoup non plus, mais il me semble que les questions qu'on se pose sur le cinéma se posent essentiellement par des questions de forme. Donc, et des questions de forme, ça peut être aussi bien une façon de cadrer, de raconter, d'utiliser le son, d'utiliser le hors-champ, d'utiliser ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas. Enfin, vraiment les questions de base du cinéma, mais qui se reposent en fait à chaque fois qu'on discute avec un cinéaste. Et quand je dis un cinéaste, je ne parle pas de réalisateur. Je parle précisément de cinéaste. Il se trouve que cette émission est la lointaine héritière de toute une série de grands passeurs de cinéma. Avant moi, il y avait Michel Simon. Avant Michel Simon, il y avait Serge Danet. Et avant Serge Danet, il y avait Claude Jean-Philippe. Et Claude Jean-Philippe avait appelé son émission le cinéma des cinéastes. Et je pense que c'est un des premiers qui a dit, voilà, ici, on va parler de cinéma fait par des artistes qu'on appelle des cinéastes et pas des gens dont le boulot, c'est de mettre en image un scénario. Et ces questions de forme, j'essaie de les poser moi-même avec une forme, et c'est pour ça qu'on revient à cette arrière-cuisine que je t'ai partagée. C'est-à-dire que pour moi, la forme même de l'émission de radio doit raconter quelque chose. Donc il se trouve que moi, je n'ai pas du tout une formation de critique. Je n'ai jamais appris le cinéma à l'université ou nulle part. Mais par contre, j'ai appris le cinéma en le faisant. Puisqu'avant de faire de la radio, c'est comme ça que j'ai rencontré même Carole Desbarra à l'époque, j'étais producteur de courts-métrages, mais aussi scénariste, acteur. J'ai un peu grenouillé dans plein de milieux de la culture, mais je venais de la fabrication, quoi. Et je me dis toujours que je vais essayer de faire cette émission de cinéma comme un film, comme un petit film d'une heure. C'est pour ça qu'il y a autant de sons dedans. C'est pour ça qu'il y a, si vous vous intéressez à la fabrication du film, il y a d'abord un squelette qui est l'ensemble des sons qu'on va passer.
Il y a une dizaine de sons qui durent en moyenne 1 minute 30, donc ça veut dire qu'il y a quand même un quart de l'émission qui est purement du son. Alors ça peut être un extrait de film, ça peut être des musiques, ça peut être des bouts d'interview. C'est tout cet élément à partir duquel on va raconter une histoire. Voilà ce que je peux dire assez rapidement sur cette manière de transmettre ces questions. Et surtout, je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Dominique tout à l'heure, que la frustration peut être moteur. Moi, j'ai appris le cinéma aussi en lisant beaucoup de critiques, en lisant des bouquins, en écoutant des émissions de radio, celles que j'ai citées tout à l'heure, qui me parlaient de films que je ne pouvais pas voir. Parce que c'était difficile d'accès à l'époque. Mais peu importe, le film, il existait en moi. Je le rêvais presque par rapport à ce qu'on m'avait raconté. Et parfois, je l'ai vu 30 ans après, 40 ans après. Il y a des moments où je ne l'ai toujours pas vu. Mais on m'a quand même raconté quelque chose. Et c'est pour ça que je disais que l'important, ce n'est pas forcément ce côté prescripteur en disant je vais parler d'un film, hop, tous les auditeurs et auditrices vont se précipiter dans les salles pour le voir. Non, ils auront entendu parler de cinéma à un moment, ils auront rêvé un film à partir des extraits que j'aurai passés, et quelque chose du cinéma sera passé. Il y a du cinéma qui passe même quand on ne voit pas le film, c'est ça qui est magique, en particulier avec la radio, mais aussi avec la parole des gens qui font le cinéma. Et puis je voulais rajouter juste une autre façon dont le cinéma se transmet aussi à France Culture, c'est par les films qu'on soutient. Déjà, on soutient 30 ou 40 films par an en partenariat. Ça veut dire qu'on a des messages à l'antenne qui en parlent, mais aussi parmi ces films, on en choisit un par mois pour lequel on va faire une avant-première, parfois dans des cinémas comme le Méliès. C'est un peu itinérant, où on va après, là c'est vraiment pour le coup le principe du ciné-club, discuter après avec le cinéaste et le public, et ça fait souvent des débats assez passionnants. Le dernier qu'on a fait avec Arnaud Desplechin était un grand moment de cinéma, précisément. Et puis aussi, dans cette quarantaine de films qu'on choisit, on les soumet ensuite à un jury d'étudiants. C'est le prix cinéma des étudiants de France Culture, la dernière fois ils étaient 1200 à s'être inscrits, qui vont voir l'ensemble des films qu'on a sélectionnés, participer en ligne à des rencontres avec les cinéastes. Une des dernières lauréates est ici, c'est Claire Simon, qui a eu le prix pour la catégorie documentaire. Et ce public-là, il vient à nos séances, ils deviennent aussi auditeurs de France Culture, ça a intéressé aussi de notre côté, mais ça nous a permis, dans la dernière vague de sondage, de découvrir tout d'un coup qu'on avait augmenté de 50% nos auditeurs de moins de 35 ans. Voilà. Et ce travail qu'on fait, c'est le même travail que font les salles de cinéma, effectivement, pour susciter le désir, le plaisir, la jouissance, tout ce qu'on voudra, autour d'objets qui, là encore, seront vus ou pas. Mais moi, je ne fais pas de différence entre une émission où je parle de Photogénico, qui est vraiment la star de cette journée, puisque il est aussi dans le conducteur de l'émission que j'ai fait et qui a dû sortir peut-être dans une salle à Paris et qui n'a pas rencontré son public et qui a disparu tout de suite de l'affiche, et une émission entière consacrée à Marvel, puisque Marvel était le mauvais objet tout à l'heure. Je crois qu'il n'y a pas de mauvais objet en cinéma. Tous les films posent des questions de cinéma du moment qu'on les approche avec cette idée-là. Et moi, qui personnellement suis arrivé au cinéma par Romero Georges avant d'arriver à Romer Eric, je pense que c'est important aussi de faire comprendre qu'il n'y a pas de mauvais objets, il y a juste des mauvaises approches. Merci. Merci Antoine. Josué, Criticat, c'est un site internet. Les Cahiers du cinéma, c'est une revue imprimée. Il y a quelques années d'écart entre la naissance de l'un et de l'autre. Travailler, y avoir un rôle important, particulièrement important sur Criticat. Qu'est-ce que ça fait exister? Qu'est-ce que ça anime comme relation avec le cinéma et en particulier avec cette question de la transmission autour de laquelle on est réunis aujourd'hui? Alors, merci pour ta question. Je sais pas si mon micro marche. Oui, j'aimerais d'abord faire un petit détour par rapport aussi à tout ce qui s'est dit aujourd'hui, que je trouve assez intéressant. C'est qu'on a vu défiler depuis ce matin un peu, on va dire, tous les corps de métier de la transmission du cinéma, et qu'à l'exception de Enfants de cinéma, qui est une association, en fait, on a vu passer des gens qui gagnent leur vie de leur travail de transmission. Or là, on est trois réunis, et à l'exception d'Antoine, qui a une position un peu particulière puisque tu es producteur à France Culture, Samir et moi, en l'occurrence, notre travail n'est pas notre métier. C'est-à-dire que nos sources de revenus,
moi en l'occurrence elles sont paracritiques. C'est-à-dire c'est plus de l'accompagnement de films en salle, c'est des cours à l'université, c'est l'écriture de livrets pédagogiques, c'est des stages d'analyse filmique faits à la fois avec des étudiants, des enseignants dans le cadre des dispositifs d'éducation à l'image, avec des médiathécaires dans le cadre d'une association comme Images en bibliothèque, et que tout ça quelque part finance mon travail principal qui est bénévole, qui est donc mon travail à Criticat, et Samir aussi en parlera. Alors pourquoi faire de la critique, justement, puis je dériverai après sur Criticat. Pardon, je coupe pour dire tout ce que tu as énoncé, c'est aussi de la transmission du cinéma. C'est tout à fait vrai, c'est de la transmission du cinéma, et donc évidemment la question même, enfin il y a des passerelles, il y a des gens plus éminents que moi ici, comme Stéphane Goudet aussi, qui sont aussi critiques, enfin voilà, qui vont cumuler plusieurs casquettes. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que si on fait de la critique du cinéma, c'est que quelque part, on veut rendre un peu au cinéma ce qu'il nous a beaucoup donné et qu'on, quelque part, doit s'acquitter d'une dette, quoi. Et disons que cette question de la transmission, elle se pose évidemment de manière complètement différente au Cahier du cinéma, qui est une revue émérite et où on écrit comme avec le poids d'aînés émérites, alors que à Criticat, bon, c'est à la fois une revue très jeune et très vieille à l'échelle du petit microcosme Internet, puisque c'est l'une des revues de cinéma les plus anciennes en ligne. Elle vient de fêter ses 20 ans, et en même temps, c'est une revue de cinéma animée par des gens très jeunes. Moi-même, j'ai 33 ans, et je suis un des plus âgés parmi les contributeurs de la revue. Et donc, cette question de la transmission du cinéma, à mon avis, elle s'articule aussi à une autre question qui est liée à la découverte de la critique et la transmission du désir, et à quel point la rencontre de la critique, et que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est revenu aussi dans beaucoup d'échanges aujourd'hui, c'est une forme aussi d'explosion intellectuelle, c'est une forme d'émulation, c'est une forme d'exaltation, qui ne passe pas forcément, et j'arrive un peu à ce point qui est un peu peut-être polémique, mais qui serait aussi de faire aujourd'hui un éloge de la négativité, dans le sens que je pense qu'on est autant défini, et notamment quand on est jeune cinéphile, par ce qu'on aime, par ce qu'on n'aime pas, et que même parmi les plus grands passeurs, entre guillemets, alors on dit passeur, cette expression d'ailleurs serait peut-être à commenter, parce que être un critique et un passeur, c'est pas forcément exactement la même chose, mais que les critiques qu'on aime sont aussi parfois des critiques très mordants, très négatifs, et que les textes les plus marquants de la critique française sont avant tout des textes contre, et que se positionner contre des films, contre des tendances, contre un certain état du cinéma français, par exemple, ça peut être en soi un acte fondateur, ça peut être en soi la source d'une exaltation, la source d'une explosion, l'envie soi-même d'aller se ferrailler avec les films, d'écrire un texte aussi parce qu'on est frustré de l'accueil qu'on réserve à tel ou tel film qui nous semble bien plus méritant que ce qu'en a dit la presse. Voilà, tout ça me semble aussi, on y revient à la question de la frustration, même la colère, peuvent être des très bons moteurs, et des moteurs qui donnent envie à notre tour de transmettre notre passion pour le cinéma. L'autre spécificité, au-delà de cette question un peu économique qu'on a commencé à évoquer, c'est que j'ai l'impression que, contrairement à toutes les professions qui ont défilé sur cette scène, c'est qu'on est les plus éloignés, a priori, des spectateurs. Alors, sauf si, évidemment, on fait des travaux qui relèvent aussi de la critique, c'est-à-dire de l'animation de séance, de passer avant ou après un film, ce qui est évidemment pas tout à fait le même exercice, mais que dans les faits, quand même, on garde une certaine distance, on n'est pas directement avec des spectateurs, des jeunes spectateurs, des cinéphiles de tout âge. Et en même temps, j'ai l'impression que quelque part, la meilleure définition qu'on pourrait donner de la critique, c'est d'engager un dialogue. Un dialogue, alors, soit avec un cinéaste, moi c'est plutôt avec un film, et j'ai l'impression que ce dialogue que j'initie avec un film ensuite nourrit le dialogue qu'un lecteur va avoir avec cette œuvre. Et à ce titre, je pense que c'est très important aussi d'envisager la critique comme une circulation. Donc on en revient un peu à cette idée du motif géométrique, une circulation de regard, où moi par exemple ça peut m'arriver de suivre avec beaucoup d'assiduité des critiques dont je partage absolument pas le goût, mais dont le regard ou la méthode me paraissent tout à fait passionnants. J'ai même eu un cas concret assez étonnant récemment, parce que j'ai écrit un texte de présentation pour une rétrospective à venir à la Cinémathèque sur Wes Anderson, et en finissant mon texte, j'ai fait un peu une revue de presse, notamment d'un film que je trouve assez marquant dans sa filmographie, qui est The Grand Budapest Hotel, et je me suis rendu compte qu'à l'époque, il y avait un seul texte négatif sur le film, qui était un texte de Jérôme Omsilovitch dans Chronic Art. Et même si, au fond, on a un avis différent, je pense que c'est le texte le plus juste et le plus pertinent sur ce qui se joue dans le film, c'est-à-dire quelque chose de profondément mortuaire, de profondément macabre dans l'esthétique de Wes Anderson. Et c'est pas forcément le texte qui couvre le plus d'éloges le film, qui vraiment va essayer de le porter au nu, qui quelque part saisit quelque chose de sa nature. Je le dis parce que là, on tient beaucoup de discours à la fois très passionnés, positifs. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu quand même dans cet état, on va dire, de la critique. Alors, on nous a réunis sous le terme de médias, mais en fait, j'ai l'impression que la question qui nous occupe, c'est la question de la critique. C'est est-ce que ce dialogue qui s'opère entre les films, les spectateurs et
dans cette configuration, on occupe une place d'intermédiaire. Est-ce que ce dialogue s'opère encore? Est-ce qu'il s'opère bien? Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Donc, je donne aussi cours, et je donne un cours d'écriture critique à la Sorbonne Nouvelle, qui à chaque année est vraiment un cours extrêmement stimulant. C'est-à-dire que chaque semaine, je demande à mes étudiants d'aller voir 1 ou 2 films, de rendre des textes et en débat pendant 1h30, et je corrige 150 copies dans le semestre. Tout le monde joue le jeu. En plus, à la Sorbonne Nouvelle, il n'y a pas obligation de venir au cours, et ils viennent à chaque cours et trouvent l'exercice passionnant. Mais là, en début de semestre, je leur demande qui lit de la critique, et il n'y a pas une main qui s'est levée. Et j'ai l'impression quand même que cette excitation dont on parle, est-ce qu'aujourd'hui la critique arrive vraiment à s'en faire le relais? Est-ce que c'est-à-dire que la critique dans sa forme actuelle arrive à même donner des vocations critiques, cette envie aussi de prolonger le plaisir des films par le débat? Et alors on en parlera peut-être avec Samir aussi, mais peut-être qu'il y a un déplacement de l'écrit vers d'autres formes, le microblogging, des choses comme Letterboxd, Sens Critique, YouTube, les podcasts. Et puis il y a une autre question qui m'interroge beaucoup, c'est que c'est un peu compliqué de ne pas en parler, mais il y a des tensions aujourd'hui sur la critique depuis 1 an entre l'affaire Gilles Godrèche, avec l'affaire aussi Lionel Tango à Paris à la Cinémathèque, intrinsèquement liée à la critique, puisque les principaux acteurs de la Cinémathèque sont avant tout des critiques de cinéma. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a aujourd'hui un appétit critique énorme, notamment des jeunes cinéphiles, des étudiants et des étudiantes, qui est grosso modo qu'est-ce qu'on fait de son goût et qu'est-ce qu'on fait des œuvres qu'on dit aujourd'hui, je déteste le terme abîmé, c'est-à-dire des œuvres d'auteurs qui sont condamnés ou accusés de violences sexistes et sexuelles. Il y a un vrai désir, comme en a parlé Stéphane Goudet aussi, de relire l'histoire du cinéma, de relire des films où en fait se produisent des choses qu'on n'a pas commentées, qu'on n'a pas vues. Et est-ce que la critique, et là je parle de manière collective, même si c'est vrai que la critique n'est pas vraiment cette espèce d'entité collective qu'on évoque généralement en disant la critique, on n'est pas un consortium de critiques qui nous réunissons et qui avons des pratiques et des avis homogènes, mais est-ce que la critique est tout à fait à la hauteur de cet enjeu qui, à mon avis, est un enjeu passionnant et pour lequel il y a une vraie demande, je pense, il y a un vrai désir. À mon avis, c'est 2 questions qui sont un petit peu au centre de... Moi, c'est une question que je me pose, on peut aussi en parler avec peut-être Antoine et Samir dans une conversation qui est un peu plus... dans une perspective d'échange en tout cas, mais est-ce que justement, dans la jeune génération, et peut-être s'il y a encore des étudiants, ils peuvent en parler, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de faire de la critique? Est-ce que la critique, ça leur parle encore? Moi, c'est une vraie question que je me pose, peut-être à la fois à cause de cette double casquette, c'est-à-dire, j'écris, j'édite des textes de jeunes rédacteurs et rédactrices à Criticat, et en plus, je donne des cours sur la critique à des universitaires, et en plus, parce que la revue dont je m'occupe, il vient d'avoir 20 ans, et donc forcément, cette question de qu'est-ce que sera la critique dans les années à venir, quelle forme elle est en train de prendre et quels sont ses défis, c'est des questions que je me pose et j'ai l'impression qu'elles sont liées intrinsèquement à des questions de transmission et aussi à qu'est-ce que nous, intermédiaires, on peut faire pour répondre aux aspirations tout à fait légitimes des publics et en particulier des nouveaux publics. Sur ce, je te passe la parole, Samir. Samir? Ouais, Oui. bon. J'avais prévu un texte, mais en fait, je vais pas le lire. Je sais pas par où commencer. Si, quand tu m'as proposé de venir pour parler donc de Microciné, j'insiste beaucoup sur ce mot, qui est peut-être un peu banalisé, mais je l'aime bien ce mot-là, qui est une revue de cinéma et de télévision. Et je suis désolé, je vais un peu raconter 2-3 éléments de ma vie, parce que je crois qu'il y a un lien avec l'existence de cette chaîne, qui dans 5 jours d'ailleurs aura 4 ans. Et qui effectivement a une petite pause de quelques mois, mais qui va revenir, pour l'été, je pense, j'en suis sûr, j'espère. Et donc, moi j'ai commencé, j'ai fait une fac de cinéma à Nanterre, c'était il y a longtemps, en 96-97, quelque chose comme ça, et par un concours de circonstances, je me suis retrouvé à faire un stage chez Télérama. À l'époque, le service cinéma était dirigé par Jean-Claude Loiseau, et c'était un stage d'observation, ce mot est très important pour la suite de l'histoire. Et à l'époque, les histoires du cinéma de Godard étaient terminées. Puis il y avait une conférence de rédaction le mercredi. Il y avait tous les critiques et toutes les critiques étaient présentes. Et à un moment, on s'est posé la question, qui va aller interviewer Jean-Luc Godard? Et donc, et moi j'étais en retrait parce que j'étais en observation. Et je commençais, c'est les années 90. J'ai toujours été, mais on était très godardien et aussi truffaldien. J'étais un des rares d'ailleurs qui aimait bien les 2 cinéastes. Et à un moment, je vois que personne veut se prononcer pour des raisons que vous pouvez peut-être imaginer. Et moi, je lève la main comme ça. Je dis
Moi, je peux y aller, il n'y a aucun souci. Vous me dites simplement le nom de la station de métro et puis moi, j'y vais, quoi. Et donc, Jean-Claude Loiseau m'a pris à part et m'a dit, est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, l'intitulé de ton stage? Je lui ai dit observation. Il m'a dit, j'aimerais que tu observes et que tu te taises. Voilà. Et en fait, je pense que Microciné a été créé pour ça. C'est-à-dire, non, Jean-Claude Loiseau, je ne vais pas me taire. Je vais continuer à parler. Voilà. Mais je me souviens quand même de cette anecdote qui m'avait beaucoup marqué. Ah oui, je ne sais même pas ce que j'aurais dit à Godard, mais en tout cas, voilà, je voulais y aller. Et quelques années après, moi, je suis un enfant d'Internet. J'ai commencé avec ce qu'on appelait les startups en 98, avec un site Internet qui s'appelait, parce que le site n'existe plus, c'était une revue culturelle qui s'appelait fluctuate.net. Et moi, j'avais créé le département cinéma, alors que je n'avais jamais de ma vie été rédacteur en chef, mais j'avais appris donc sur le métier. Et à l'époque, quand on appelait un attaché de presse pour lui demander s'il y avait une projection de presse et qu'on venait pour un site Internet, eh ben on nous raccrochait au nez. Alors, quand je raconte ça aujourd'hui, ça peut paraître dérisoire, mais c'était pas si évident que ça. Et c'est comme ça que j'ai appris donc ce métier-là, parce que c'est vrai que moi je considère que c'est un métier, on en discute, on a des désaccords là-dessus, sur la notion de critique de cinéma, mais là où je veux en venir, c'est que pendant plus de 25 ans, j'ai essayé de comprendre un peu cette déclinaison-là de la critique de cinéma. Il m'est arrivé même d'animer des débats, de participer aussi à la direction artistique de festivals, dont les rencontres cinématographiques de Béjaïa. Je t'avais même invité, Jean-Michel, c'était dans le cadre d'une semaine qu'on avait consacrée à Serge Danet. Je l'avais appelé Serge Danet l'Africain, parce que c'était en 2014 et je m'étais aperçu qu'on parlait moins de comment Danet regardait les cinémas d'Afrique, et on avait fait tout un truc là-dessus. Et puis surtout, j'ai créé une émission de radio là-bas à Alger, quand je vivais encore, qui s'appelait Microciné. Et d'ailleurs, j'ai été viré de la radio parce qu'il y avait des choses que je disais qui étaient peut-être pas. Mais après, on m'a dit, ouais, t'inquiète pas, nous avons des copains qui avaient travaillé à la radio, ils me disaient, t'inquiète pas, on a créé une association officieuse de personnes qui ont été virées de la radio. Ça veut dire que t'es peut-être un bon gars si t'as été viré de la radio. Mais tout ça, tout ce que j'essaie de dire avec un peu de fantaisie, c'est que je crois que c'est pour ça que cette chaîne, finalement, elle existe. Parce qu'elle est une espèce de synthèse de ce que j'ai pu essayer de faire par le prisme de la critique de cinéma et de ce qu'on appelle donc la transmission. Mais ça, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et en fait, quand je suis arrivé sur YouTube, qui est un média pour moi que je considérais comme une... pour moi, c'était une espèce de poubelle, ce média. C'est un ami avec qui on avait créé un fanzine à la fac qui s'appelait Querelle, donc en 98, qui m'avait dit, 25 ans après, il m'a dit, écoute, ça serait vraiment bien qu'on relance cette revue sur YouTube et qu'on utilise les moyens qu'on n'avait pas à l'époque. Il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de choses comme ça. Et donc, en décembre 2020, on a créé cette chaîne YouTube qui s'appelle Querelle, qui existe encore. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait, j'étais passé à côté de quelque chose, parce que pour moi, c'est un terrain vierge, YouTube. On peut encore proposer, faire des choses. C'est une espèce de laboratoire de son et de mots. Et je me suis aperçu que peut-être c'était ça, moi, qui m'avait manqué pendant 25 ans. Alors que je suis passé par la presse écrite, par le texte littéraire, par la radio, par plein d'aspects de ça, qui est de la critique. Et donc, avec YouTube, en janvier 2021, j'ai créé Microciné. Et pour moi, il était fondamental que je ne sois pas seul sur cette chaîne, qui n'est pas ce qu'on appelle de face cam. Donc en fait, je suis un critique de cinéma qui est sur YouTube, mais je ne suis pas forcément youtubeur. Je n'utilise pas totalement la configuration que l'on peut avoir sur certaines chaînes de collègues de YouTube. Et surtout, je voulais qu'il y ait toujours un dialogue. Que je sois accompagné de personnes, que ce soit de quelqu'un qui a créé ou de quelqu'un qui a créé. Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être le producteur d'une émission. C'est marrant parce que vous trois, vous êtes venus sur... il y en a quelques-uns qui doivent ça. Enfin, voilà, quelqu'un qui a créé quelque chose. Et pour moi, c'était important. Et surtout, je me suis dit, je ne vais pas essayer je vais essayer de proposer ce que j'ai appris sur 25 ans. Donc, sur une journée, je peux enregistrer une émission sur le cinéma tunisien, je peux faire une émission sur Sayat Nova, je peux faire une émission sur Marvel, enfin voilà. Et l'idée, je peux aller aussi voir quelqu'un qui a écrit un bouquin sur Claude Zidi, qui n'est pas forcément un cinéaste qui me sensible, mais je me dis, mais ce gars, il a mis 5 mois de sa vie à écrire un bouquin, ça m'intéresse, j'ai envie de discuter avec lui. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est que des personnes ont commencé à s'abonner à cette chaîne parce que il ou elle voyait en cette chaîne, mais il y en a aussi d'autres, mais on est minoritaire, tout simplement une manière de parler de tous les cinémas
et d'essayer de questionner cette diversité-là. Et donc j'impose effectivement des choix, mais ces choix, ces sujets proviennent essentiellement de l'actualité. Je n'invente rien, je fais comme toi, je fais comme toi, je fais comme certaines ici. C'est-à-dire que les livres, je parle beaucoup de livres, dont d'ailleurs 50% ont été écrits par des universitaires, ce qui me fait assez rire, vu que moi, à l'époque, j'avais beaucoup de problèmes avec la fac de cinéma. Donc je trouve ça très drôle, parce qu'il y a aussi d'autres générations. Enfin, c'est intéressant. Et puis je m'aperçois qu'on peut parler de tous les cinémas, de cette diversité. C'est un peu basique ce que je dis, mais dans la communauté YouTube, c'est très particulier. Et en fait, je m'aperçois qu'en regardant les stats, que la plupart de personnes qui sont abonnées viennent vraiment par curiosité, et il y a quelque chose qui s'opère. Mais voilà, pendant 4 ans, parce que moi j'ai à peu près, je crois que j'ai eu 940 émissions qui ont été publiées sur 4 ans, donc j'enregistre 3-4 fois par jour. Il y a des lives parfois le soir. L'année dernière, j'ai inventé une émission que je ne vais pas inventer. Ça s'appelle La Bande des Quatre, où je réunis des critiques de cinéma qui proviennent de revues, de podcasts ici et là, où on parle de 3-4 films. On essaie d'en parler, de revisiter le film, tout en gardant l'esprit critique. C'est très important pour moi, ça. Et donc, c'est comme ça qu'on est dans une forme de transmission. Mais bon, 4 ans où on parle de tout ça, et puis il y a un moment on commence à s'épuiser, et puis surtout ce qui est très important, et Josué l'a dit, c'est qu'il y a oui, mais comment vivre de cette transmission? Et en fait je ne gagne rien avec cette chaîne YouTube, parce que je pense que si demain soir je faisais une reaction trailer, c'est-à-dire ce qu'on appelle une reaction trailer, ça te fait rire, mais je pourrais gagner de l'argent avec ça. C'est-à-dire qu'en fait je fais un live et je suis en train de regarder la bande-annonce, je sais pas moi, d'un dernier Marvel, et je commente ce que je suis en train de voir, et puis ensuite pendant 2 heures je vais parler d'un film que je n'ai pas encore vu. C'est-à-dire que je vais émettre, en fait je vais partir d'un film que je n'ai pas encore vu, d'un point de vue du scénario. Eh bien je vais adopter la configuration que l'on retrouve majoritairement, je dis bien majoritairement, sur YouTube. Et voilà. Donc, au bout de 4 ans, on s'épuise, on se dit comment faire, et on essaie de réfléchir à d'autres types. Mais pardon d'avoir été très long sur mon petit CV, mais en tout cas, ça me permet de questionner, de transmettre indirectement, mais parce que et puis surtout de discuter avec énormément de personnes, et puis surtout, il n'y a pas de limite de durée. Ça peut durer 3/4 d'heure, comme ça peut durer 2 heures, comme 3h30, comme 4 heures une émission. Je me fiche de la durée. On prend le temps qu'il faudra. Mais il y a du feedback? Ah oui. D'ailleurs, j'en ai jamais eu. Quand j'étais encore critique, quand j'écrivais, j'avais rien. Le seul feedback que j'avais, c'était le rédacteur en chef qui me disait ce qu'il pensait du texte. Mais sinon, pas de feedback. Là, on a que ça. Voilà. On a même. Écoutez, je vais vous donner une dernière anecdote. Après, je me tais, promis. C'est que je me souviens, moi, d'un message reçu sur Messenger d'un abonné que je ne connaissais vraiment pas, et qui me dit. Ça va faire très Patterson de Jim Jarmusch, mais je vous assure que c'est vrai. C'est quelqu'un qui m'écrit, qui me dit voilà, je suis chauffeur de bus, je travaille la nuit, et j'aime bien écouter vos émissions, ça m'aide. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez penser à faire une semaine Tarkovsky? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Il faut faire une semaine Tarkovsky. Il faut recréer Donc oui, il y a des feedbacks, il y a aussi parfois des avis très négatifs, mais il y a de la vie, ça réagit beaucoup. La question que je ne minimise en rien du tout de la rémunération des critiques n'est pas au centre de notre problématique de la journée. Elle est importante, et elle est aussi importante, et j'ai bien entendu comment Josué l'avait formulé. Ça veut dire que tous les gens qui se sont exprimés d'une manière ou d'une autre, qui reposent très massivement sur des aides publiques, ont pu faire, que ce soit au sein de l'éducation nationale, on a un employé du public et tout ça, fait partie, et donc signifie que l'existence des processus de transmission a à voir avec
une politique publique au sens le plus large et le plus inclusif qui soit, ça n'est pas indifférent, et c'est certain que la pratique critique, elle tombe du panier assez facilement de ce point de vue-là aujourd'hui, beaucoup plus qu'auparavant. Par rapport aux questions de transmission, moi j'avais envie de rappeler une statistique ancienne et qui contredit en partie l'idée qu'on se fait, c'est que l'influence de la critique sur les fréquentations des films, elle est de 6 ou 7% depuis 60 ans, et qu'elle n'a pas bougé. Et donc l'idée qu'avant les critiques envoyaient les gens au cinéma et que maintenant ils ne les envoient plus est juste quelque chose qui se répète, et du haut de mon grand âge je l'entends maintenant, qu'avant oui. Alors qu'il y a eu du prestige culturel de la critique supérieure ou des formes de visibilité sociale plus grandes à certaines époques, c'est certain. En même temps, et encore une fois, on ne parle pas de la rémunération, mais positif, revue qui a été créée en 1952, n'a jamais rémunéré ses critiques, et donc ce sont des gens qui faisaient autre chose en même temps qu'ils collaboraient, donc ce n'est pas forcément que dû à cette époque, mais les présences dont vous êtes, Josué et Samir, des incarnations sur cette scène, d'expression de parole à propos du cinéma sur Internet, agissent dans le champ du rapport au cinéma de multiples manières, et vous deux plus que d'autres qui sont aussi sur Internet et qui parlent aussi de travailler à des transmissions du cinéma que nous souhaitons et que moi je considère, c'est pour ça en gros qu'on vous a invité, qui sont des manières de continuer ce qui s'est fait avec d'autres moyens et en partie différemment dans les décennies qui ont précédé, et que c'est quand même dans cette dimension-là, y compris avec des problématiques nouvelles que tu as évoquées, qui appellent de discuter, d'être pas d'accord, de le reprendre, que il me semble, Antoine, contredis-moi si ça ne te convient pas, que c'est très largement ce que tu fais à la radio, tu l'as dit déjà un peu, dans la continuité d'une histoire de la pratique critique qui a été instituée déjà depuis longtemps, alors qu'on a au XXIe siècle, pour aller vite, des ressources nouvelles qui contribuent à la transmission du cinéma à l'intérieur de toutes les inquiétudes ou tensions qui ont pu être mentionnées ici. Oui. Si je puis me permettre, le but c'est évidemment pas de... Ça marche pas ? Autre micro. Si je puis me permettre, évidemment, c'est pas le but, c'est de jouer les causettes, c'est d'expliquer que contrairement aux autres professions dont on a parlé, c'est-à-dire que c'est un métier qui non seulement n'est pas rémunéré et n'a pas vraiment de subvention, ou très peu. Alors nous, Criticat, on a une subvention du CNC depuis quelques années à hauteur de 1 500 €. Mais ce que je précise, c'est que ça n'existe que sur la passion, et donc il faut qu'il y ait une transmission de cette passion pour qu'il y ait aussi quelque part les petits fantassins des cinéastes passionnés qui en gros se renouvellent. Et justement, là où ça me pose un peu question, c'est que quelque part, Samir constitue un peu une exception sur le paysage YouTube, et les sites internet aujourd'hui en libre accès qui constituent une base de données et qui durent dans le temps, ils se comptent sur les doigts d'une main alors qu'ils étaient beaucoup plus nombreux qu'il y a 10 ans. Donc il y a quand même une question à cet endroit-là, c'est-à-dire que c'est un métier, alors c'est un métier ou c'est un travail, mais disons en tout cas, c'est une sphère de passionnés, et donc il faut que d'autant plus à cet endroit-là, il y a une transmission de la passion, parce qu'il n'y a pas d'autre raison que d'avoir le feu ardent pour aujourd'hui faire de la critique de cinéma. Ça, il faut bien le préciser. Et ce n'est pas pour dire on demande davantage de moyens. Voilà, je ne suis pas du tout dans cette position-là, quelque part, parce que je comprends bien que sur Internet, notamment, la valeur marchande de la critique est complètement nulle, et que je pense que si on veut faire de la critique aussi un peu librement, on doit le faire en dehors de questions de modalités que sont la publicité ou que sais-je, ou enfin voilà, ça pose un ensemble de questions aujourd'hui même de piger. Je ne vais pas développer là-dessus parce que là on sort clairement du champ de la transmission, mais en tout cas à cet endroit-là il y a
à mon avis, un rôle important de la critique, et je vais juste parler là-dessus, sa forme de son utilité, entre guillemets, sociale, puisque tu as tout à fait raison. Enfin, pour les 7%, en fait, c'est quand on demande le critère principal, je crois, les spectateurs répondent la critique de cinéma, et quand ils ont le droit à plusieurs critères, c'est 35%, donc c'est quand même pas grand-chose. En revanche, alors... Moi, je trouve qu'en fait, l'intérêt est ailleurs. C'est-à-dire pour moi, et d'ailleurs, j'en parle. Oui. Je pose une question, par exemple, quand je commence mes TD d'écriture critique, je pose une question. Je l'ai posée là très concrètement à mes étudiants et mes étudiantes. Je leur ai demandé qui connaissait Billy Auguste. Il y avait personne dans la salle qui connaissait Billy Auguste, qui a pourtant eu 2 palmes d'or, pour la simple et bonne raison que c'est une œuvre qui est quasiment morte, parce que personne n'écrit dessus, personne n'en parle, personne ne la projette. Je leur ai demandé en revanche qui avait vu récemment des films de Chantal Akerman. Il y a plein de mains qui se sont levées, alors qu'il y a 10 ans, quand j'étais, moi, même en M1 de cinéma, peu de gens avaient vu les films de Chantal Akerman. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu une révision critique de Chantal Akerman, il y a eu le classement de Sight and Sound, il y a eu la rétrospective magnifique du FEMA l'année dernière, il y a eu la ressortie en salle de Capricci, et donc c'est une œuvre vivante. Et elle est vivante parce qu'on en parle, parce qu'on en discute. À mon avis, l'utilité critique, l'utilité sociale de la critique, elle est là. Elle n'est pas forcément dans l'accompagnement industriel des sorties, elle est vraiment dans la manière dont on rend les œuvres vivantes, à la fois là maintenant quand elles sortent, mais aussi dans le temps. Et je pense que ça, c'est le meilleur exemple plutôt que les 7%. C'est là vraiment qu'on a une forme d'utilité et que ce qu'on fait a du sens, à mon avis. Ça va. On va continuer d'avancer. Merci, Sophie.